Euh, Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut envoyer le... Il y a un PowerPoint, mais qui est en anglais, que je suivrai plus ou moins. Peut-être vous dire très rapidement ce que c'est que cet indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Quand la Fondation a été créée en 2006, elle a pour objet de se concentrer sur les questions de gouvernance et de leadership en Afrique, avec l'idée dans le fond que ça ne va pas si mal en Afrique, il y a des ressources considérables, à la fois naturelles et humaines, mais l'ingrédient clé qui manque, c'est la gouvernance. Le deuxième élément, c'est que, et ça vient du fait que le fondateur Mo Ibrahim est un homme du secteur privé, qui a fait fortune en créant une des premières compagnies de téléphonie mobile en Afrique, qui s'appelait Celtel, c'est que dans le fond, la connaissance, et là on est dans le droit fil de ce que vous tous faites, la connaissance est clé si on veut faire avancer une affaire ou un pays. Que sans analyse des résultats, on ne peut pas mettre en place une stratégie efficace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette question de gouvernance n'est pas uniquement quelque chose qui est lié aux droits de l'homme et à la démocratie, mais que dans le fond, on peut définir la gouvernance comme la capacité d'un gouvernement à délivrer à ses concitoyens un panier de biens et de services publics que tout citoyen du monde aujourd'hui est en droit d'attendre de son gouvernement. Le troisième point, c'est qu'il faut que je reviens dans le fond à ce que je disais un petit peu avant. C'est pas uniquement une question d'engagement de la part des gouvernements ou même de dépenses publiques mises sur la table pour travailler sur les questions d'éducation ou de santé, c'est bien des résultats dont il s'agit, des résultats qui sont constatés sur le terrain, et pour ça, il faut disposer de données qui soient fiables. C'est tout ceci qui a présidé à la mise en place de cet indice de gouvernance qui, dans le fond, consiste à mettre à la disposition de tout un chacun, les citoyens, la société civile, les partenaires, mais aussi, et je dirais pratiquement en premier lieu, les gouvernements des États concernés, cet indice qui est un tableau de bord, dans le fond, des résultats constatés en matière de gouvernance dans un certain nombre de domaines. C'est un indice qui couvre la totalité des pays du continent africain. Donc c'est un indice qui couvre aujourd'hui l'ensemble des pays du continent africain, pas tout à fait l'ensemble d'ailleurs, parce que pour l'instant, nous ne couvrons plus le Soudan, le nouveau Soudan et le Soudan du Sud, parce que nous ne disposons pas de suffisamment de données, mais pour le reste, la totalité des pays du continent sont couverts. C'est un indice qui couvre maintenant 13 années de données, puisqu'il a démarré à partir de 2000, et qui couvre ces quatre grandes catégories de la gouvernance que j'indiquais tout à l'heure: développement humain, opportunités économiques durables, vous avez là les quatre, opportunités économiques durables, sécurité et règles de droit, et participation et droits de l'homme. Ces quatre catégories recouvrent en réalité un total de 94 indicateurs qui sont regroupés sous 14 sous-catégories. Et ces indicateurs proviennent, vous avez ici l'ensemble je suis désolée, ce n'est pas très lisible sur la slide, mais j'ajoute que toutes ces données sont libres d'accès sur le site de la Fondation, avec un système interactif qui vous permet de descendre aussi loin que vous le souhaitez et je dirais de jouer avec toutes ces données. Ces pratiquement centaines d'indicateurs proviennent aujourd'hui de 33 sources différentes. La Fondation elle-même ne crée aucun indicateur. Elle se contente de les collecter et de les organiser. C'est un indice qui a été créé au départ avec la Kennedy School de gouvernance de l'université Harvard, que nous traitons maintenant in-house à la Fondation avec l'appui de la London School of Economics, l'expertise statistique notamment de la London School of Economics. Alors, c'est, comme je le disais au début, ce qui est important, c'est la connaissance des données, et je dirais que c'est un des principales difficultés, un des principaux challenges que nous rencontrons aujourd'hui dans la construction de cet indice, qui nous amène chaque année à améliorer
les indicateurs dont nous disposons. Je précise ici qu'à chaque fois que nous enlevons un indicateur ou que nous en modifions un, soit nous en ajoutons, soit nous trouvons une meilleure source, nous le faisons rétroactivement depuis le début de l'année, enfin depuis l'année 2000, de façon à ce que l'analyse qui est faite de l'évolution dans le temps et dans l'espace soit correcte. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes intéressé par la comparaison des indices, ne le faites pas en prenant la publication en 2002 et la publication en 2012, mais prenez à chaque fois le dernier indice, parce que celui-là seul est statistiquement correct. Si je prends par exemple notre dernière livraison en 2013, nous avons eu la possibilité d'inclure un nouvel indicateur qui permet d'être un petit peu plus affiné sur les questions de nutrition, qui vient de la Banque mondiale, et un certain nombre d'indicateurs en provenance du WEF, leur Global Competitiveness Report. Nous avons en effet des contraintes statistiques assez fortes de manière à garantir la robustesse statistique de notre indicateur, qui fait que nous ne pouvons inclure un indicateur, nous n'incluons un indicateur dans notre indice qu'à condition qu'il couvre au moins 35 des 52 pays du continent africain, que depuis 2000, nous ayons au moins 2 années de données et que la dernière année de données ne soit pas plus ancienne que de 3 ans. Enfin, nous disons que les données aient été actualisées au moins une fois au cours des 3 dernières années. C'est exigeant. C'est particulièrement exigeant pour les pays du continent africain, compte tenu de la faible disponibilité des données. C'est un de nos sujets majeurs de préoccupation et je dirais d'advocacy, pour lequel nous travaillons beaucoup, à la fois avec les institutions multilatérales ou les universités ou les chercheurs, quitte à commissionner nous-mêmes un certain nombre de données, parce qu'il nous manque des données majeures pour évaluer la gouvernance dans les pays du continent africain. Et lorsque je dis qu'il nous manque, ce n'est pas à nous, Fondation, uniquement. Je dirais qu'il manque à ceux qui regardent ce qui se passe sur le continent africain ces données majeures. J'en citerai 3. Le premier, c'est le niveau de pauvreté. Il n'y a pas aujourd'hui de définition et d'évaluation correcte partagée du niveau de pauvreté dans les pays du continent africain. La Banque mondiale elle-même reconnaît qu'elle n'actualise ces données sur la pauvreté que sur le terrain, que très rarement. Si vous prenez par exemple depuis 2000, seuls 13 pays du continent africain ont été actualisés par la Banque mondiale en ce qui concerne l'analyse et la définition du niveau de pauvreté. Donc le niveau de pauvreté, évidemment numéro 1. Un deuxième indicateur qui est préoccupant, c'est celui des inégalités. Nous n'avons pas d'analyse correcte du niveau des inégalités dans aucun des pays du continent africain. Et c'est un sujet majeur parce que, évidemment, aujourd'hui, tout le monde se félicite de voir le PNB africain, le PNB des pays africains augmenter, le PNB par habitant augmenter. Malheureusement, ça s'accompagne d'un accroissement tout à fait conséquent des inégalités et c'est un vrai sujet de préoccupation, mais qui pour l'instant ne fait pas l'objet d'une évaluation suffisamment fine pour permettre de mettre en place des politiques efficaces. Le troisième sujet, c'est la question du chômage et de l'emploi, plus exactement. Vous connaissez tous l'importance de l'emploi informel dans les pays du continent. C'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, en particulier en ce qui concerne l'emploi, ou plutôt le non-emploi des jeunes, qui là aussi est un sujet majeur de préoccupation pour les pays du continent africain. Alors, quels sont les principaux résultats aujourd'hui du dernier indice, très rapidement ? Globalement, on peut être relativement satisfait, puisque aujourd'hui, on constate que les pays qui ont en général enregistrer une croissance de leur niveau global de gouvernance, ce fameux indice de gouvernance globale qui recouvre les 4 catégories, les 14 sous-catégories et les 90 et quelques indicateurs, dans le fond, abrite aujourd'hui pratiquement 95% de la population du continent africain. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais cette analyse générale est loin d'être suffisante. Et lorsqu'on descend un peu plus bas dans l'analyse, on s'aperçoit que ça va bien en général, mais qu'on voit se creuser les écarts entre pays. Vous le voyez sur ce graphique-là, avec Maurice qui continue de caracoler en tête
des pays du continent et la Somalie qui est plus bas, mais entre les deux, je dirais que les inégalités entre pays s'accroissent. De la même façon, si on prend l'évolution au niveau des catégories, on voit bien que cette évolution positive générale recouvre en fait de vrais progrès dans la catégorie développement humain, plus de 10 points en 10 ans, des progrès conséquents dans les catégories développement économique soutenable, pas une traduction approximative, des progrès quand même un peu moins importants dans les catégories participation et droits de l'homme, et une détérioration, là aussi qui est un sujet de préoccupation, dans la catégorie sécurité et droits de l'homme. Alors, je voudrais faire ici un arrêt sur ces progrès enregistrés dans la catégorie développement humain. Ils sont certainement à mettre en grande partie au crédit des politiques qui ont été menées, en particulier dans le cadre des objectifs du millénaire. Maintenant, là aussi, on revient à ce problème de données et je dirais de connaissances. Un des indicateurs qui a le plus progressé, c'est celui qui concerne la santé. Le problème que nous avons, c'est que les indicateurs en matière de santé sont des indicateurs qui sont très ciblés et qui, pour l'instant, ceux dont on dispose en tout cas, ne couvrent que les maladies transmissibles et non seulement, même pas seulement les maladies transmissibles, mais je dirais la vaccination contre les maladies transmissibles. C'est pratiquement le seul indicateur dont on dispose aujourd'hui pour se féliciter des progrès qui existent, qui sont réels, considérables, qui ont été faits en matière de santé dans les pays du continent africain. Mais ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain, dans la réalité, ce que ressent le citoyen africain sur le terrain, c'est une croissance préoccupante, là aussi, des maladies non transmissibles. Et là, on manque d'indicateurs, c'est aussi un sujet sur lequel nous travaillons. C'est pour vous dire que, pour revenir toujours à cette question de connaissance, plus on apprend, moins on sait. Plus on avance dans le raffinement des indicateurs, plus on s'aperçoit en réalité que ce qu'on couvre, enfin on découvre ce qu'on ne sait pas plutôt que ce qu'on sait. Et qu'il faut se garder de généralisations abusives dans un sens ou dans l'autre, dans l'espace ou dans le temps, sur les résultats constatés. Là, je passe peut-être rapidement parce que je crois qu'on n'a que 10 minutes, donc j'espère ne pas être trop longue. Une autre constatation, là encore basée sur les faits que l'on a fait, c'est ce que nous appelons l'équilibre en matière de gouvernance. On a vu, et on l'a beaucoup vu de façon intéressante au moment du printemps arabe, un certain nombre de pays qui caracolaient en tête du classement de l'indice, notamment un certain nombre des pays qui ont fait l'expérience du printemps arabe. Je parle par exemple de la Tunisie, qui a toujours été extrêmement bien placée dans l'indice Ibrahim. Dans la plupart des cas, on s'est aperçu, en faisant un graphique, si vous voulez, des résultats obtenus dans chacune des 4 catégories de l'indice, que si ce niveau global de gouvernance n'est pas atteint de façon équilibrée entre les 4 catégories de l'indice, ça n'est pas soutenable à terme. C'est un point très important parce que c'est un point de discussion qu'on a, nous, que les gouvernements, les bailleurs, les partenaires ont souvent avec les gouvernements des pays africains. C'est que dans le fond, on doit pouvoir être autorisé à faire passer en priorité le développement économique sur la partie participation et droits de l'homme, sécurité et règles de droit. Ça a pu être vrai. Et je dois dire qu'un des arguments souvent évoqués est celui de dire, dans le fond, quand l'Europe a fait sa révolution industrielle, ni la démocratie ni les droits de l'homme n'étaient tant respectés que ça, pourquoi pas nous ? Et je reviens sur un sujet que vous évoquiez dans votre introduction, qui est le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ça n'est plus possible, notamment en raison de la généralisation des réseaux sociaux et de la transmission immédiate de l'information. C'était possible autrefois, ça ne l'est plus aujourd'hui. Très rapidement, ça amène au printemps arabe. Nous avons constaté avant le printemps arabe, en faisant tous ces graphes-là, et rétrospectivement c'est extraordinairement instructif, qu'à chaque fois que ces graphiques se distordaient, enfin, pardon, c'est pas le bon terme, on allait dans le mur. Et parmi les pays dont le graphe était le plus déséquilibré,
on trouvait la Libye et l'Égypte et d'autres pays que je ne citerai pas, mais peut-être que leur printemps est devant eux. Donc c'est absolument impératif, même si c'est au prix d'une croissance plus lente, d'un progrès plus lent, d'arriver à progresser de façon équilibrée dans ces 4 catégories. Si je prends la catégorie, un autre sujet qui est la catégorie qui nous préoccupe, qui est cette catégorie, non, alors, pardon, c'est pas, pour aller dans l'autre sens, pour revenir, voilà, la catégorie, merci, sécurité et règles de droit, dont on a vu qu'elle s'était détériorée dans le temps. Cette question d'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure entre les différentes catégories de l'indice, enfin cette espèce de priorité qui doit être donnée à l'équilibre, elle est vraie aussi à l'intérieur d'une catégorie. Et là, je reviens sur un sujet qui a aussi été évoqué en introduction. Dans la plupart du temps, on dit dans le fond, l'Afrique, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a de moins en moins de conflits régionaux. C'est incontestable. Et on a vu à la fin du siècle dernier s'apaiser et se régler des guerres civiles qu'on croyait devoir se prolonger indéfiniment, la Sierra Leone, le Libéria, l'Angola, d'une certaine façon le Soudan, dans une moindre mesure également les Grands Lacs. Et beaucoup d'analystes se sont dit on est enfin sorti de la crise. En réalité, ce qu'on voit, et on le voit là, c'est que si les tensions interétatiques, les tensions régionales se sont effectivement apaisées, on voit monter aujourd'hui de façon préoccupante ce qu'on appelle le domestic unrest, l'instabilité intérieure, l'instabilité domestique, qui est incontestablement liée notamment au grand écart qu'on constate aujourd'hui entre le niveau d'éducation des jeunes et leur capacité à partager l'information, à partager la connaissance, et leur incapacité à trouver des perspectives à la fois politiques et économiques, notamment à trouver un emploi, qui génère cette insatisfaction qui est tout à fait saisissante. Ce à quoi s'ajoute la croissance de ce qu'on appelle les menaces transversales ou transnationales. Alors, bien sûr, le terrorisme, on vient de le voir récemment avec ce qui se passe avec Boko Haram, mais je dirais au-delà de cela, sur le continent africain, je ne parle que du continent africain, je pense que ça existe ailleurs, mais c'est particulièrement vrai sur le continent africain, la montée de la criminalité organisée et des réseaux, là encore, transnationaux et je dirais transsectoriels. Et ça, c'est un point important. Aujourd'hui, on voit se croiser à la fois les réseaux de trafic de drogue, de financement du terrorisme, de trafic d'organes, de trafic humain, de trafic en tout genre. Il y a un vrai, ce que le secrétaire général des Nations Unies qualifiait dans des enceintes closes de toxic brew, qui est en train de se généraliser, notamment dans la bande sahélienne et sur le flanc est du continent, mais qui est quelque chose auquel il faut prêter attention. Alors là aussi, bien évidemment, on manque de données pour essayer d'évaluer, de qualifier ce phénomène. Et là encore, sans données précises, il sera sans doute difficile de mettre en place des politiques efficaces. Mais c'est un autre sujet sur lequel on travaille avec beaucoup d'attention. Je ne voudrais pas paraître trop exagérément pessimiste, mais c'est vrai que si je mets l'accent sur ces différents points, j'y reviendrai en conclusion, c'est parce qu'aujourd'hui on voit sans doute se développer un discours généralement afro-optimiste, et je crois qu'il faut se garder des généralités et rester très réaliste sur ce qu'on dit. Alors après, on peut avoir des... est-ce que je vais dans l'autre sens? Là, oui, j'ai l'impression que je vais dans l'autre sens, excusez-moi. Après, alors, je passerai rapidement sur ces slides-là, mais c'est pour vous dire qu'on peut à chaque fois utiliser cet énorme paquet de données que représente l'indice en regardant ce qui se passe au niveau des sous-catégories, au niveau des indicateurs, ce qui permet à chaque fois de tirer des leçons et d'effectuer des analyses qui permettent de progresser dans la définition des politiques à mettre en place.
Je vous avais notamment, parce que je vois que c'est dans le fond un des fils conducteurs des discussions qui vont suivre. Si on prend par exemple la catégorie opportunité économique durable, où vous retrouvez un certain nombre des indicateurs qui vont faire l'objet des discussions qui vont suivre, que ce soit le monde rural, les infrastructures, l'accès à l'électricité. À chaque fois, ces indicateurs sont renseignés à la fois dans le temps et dans l'espace dans l'indice Ibrahim. Avec en plus, peut-être, je fais une pause là, la politique que nous suivons, qui est que ces 33 sources, ou presque, dont je parlais au début, sont essentiellement des sources occidentales ou multilatérales, pour l'instant. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, un certain nombre d'instituts qui travaillent sur des sujets précis, et que nous nous attachons à être certains qu'il ne s'agit pas simplement d'évaluations d'experts qui sont faites dans des bureaux climatisés, mais que c'est bien effectivement la réalité de ce qui est ressenti sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle on a engagé 2 gros projets qui sont financièrement très importants, avec Afrobaromètre et avec Global Integrity, qui est à Washington et en Afrique du Sud, pour recueillir sur le terrain l'indicateur qui effectivement montre la réalité. Je prends un exemple, la qualité des routes. On a un indicateur sur le réseau routier. Ce qui nous manque, c'est savoir si ces routes sont accessibles 12 mois sur 12. Et c'est ça que Global Integrity va renseigner. Donc, je termine là rapidement pour vous dire, dans le fond, en conclusion, que je crois effectivement qu'il faut se garder des généralités sur le continent africain, que c'est à ça, dans le fond, que cet indice s'efforce de contribuer, qu'on est passé d'un afro-pessimiste tout à fait excessif à un afro-optimisme, à mon avis, débridé, et qu'il est important de revenir à une forme d'afro-réalisme, que revenir à cet afro-réalisme, ça consiste à voir effectivement ce qui va, mais à, dans le fond, être plus attentif à ce qui ne va pas. Ça consiste également aussi à arrêter de parler du continent africain en général. Il n'y a pas l'Afrique comme il y avait dans le fond autrefois l'Extrême-Orient, une espèce de monde un peu, une boîte noire en quelque sorte, si vous me pardonnez cette expression, et que c'est vraiment important de regarder effectivement ce qui se passe au niveau des pays, au niveau des sous-régions. Je prends un dernier exemple qui est celui des pays lusophones. Si vous regardez les pays lusophones, vous avez des résultats très divergents. Vous avez d'un côté le Cap-Vert qui termine 3e. J'ajoute d'ailleurs qu'un des lauréats du prix Ibrahim est le président Pires, enfin l'ancien président Pires. C'est un pays qui fonctionne, qui est parti de rien, qui était dans un niveau d'extrait, qui a connu la famine il y a peu de temps, et qui maintenant, véritablement, s'est hissé d'abord au rang des pays de catégorie intermédiaire dans les indicateurs de développement. Et puis à l'autre bout de l'échelle, vous avez la Guinée-Bissau, qui alors elle traîne partout dans toutes les sous-catégories. Entre les deux, vous avez des pays comme le Mozambique et l'Angola. Je fais une mention particulière pour l'Angola parce que l'évolution de l'Angola, sur lequel la plupart des observateurs ont souvent une vision assez mélangée, pour ne pas dire plutôt négative. Quand on regarde simplement les chiffres, on est frappé de voir la réussite de l'Angola. De tous les pays qui sont sous notre radar, c'est celui qui a le plus progressé, puisqu'il a gagné pratiquement 20 points en 10 ans dans son indice global de gouvernance. Voilà, merci beaucoup.